Et précisément 19h, votre rayon numéro 1 sur la diversité. Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Crise anglophone au Cameroun, ouverture du dialogue qui a commencé hier lundi et qui s'achèvera vendredi prochain. Après avoir fait preuve d'intransigeance, le président Biya a convoqué en mi-septembre dernier ce qu'il considère appeler un grand dialogue national à Yaoundé. Ce dialogue qui a commencé hier précisément par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté a pour ambition de mettre un terme à la crise qui sévit dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest où vit la plus grande partie de la minorité anglophone du Cameroun. Législative en Algérie, donc le week-end dernier, les principaux représentants des partis politiques engagés donc aux législatives en Tunisie, autant pour bien en Tunisie, se sont retrouvés à Lyon, dans la capitale des Gaules, pour se présenter, on va dire se vendre à la diaspora tunisienne. On reviendra donc sur cet événement avec notre chroniqueur qui est là dans ce sujet. Amine Sami, bonsoir. Bonsoir Juvénal. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très merci. Alors, ça c'est plus surprenant, on l'a vu pour la présidentielle, on le voit maintenant pour la législative. Les candidats en lice, en fait, ont envoyé leurs représentants pour venir, on va dire, passez-moi l'expression, draguer les diasporas. Exactement. Que peut-on retenir dans les grandes lignes, en fait, de la rencontre qui s'est tenue le week-end dernier à Vaux-en-Velin? Ben écoutez, c'était une rencontre très enrichissante, notamment en ce qui concerne le débat public. Ça a été une première, puisque au cours des dernières législatives, il n'y avait pas eu ce type d'événement public d'organiser, donc c'était inédit. Il y a eu 5 candidats qui sont présentés, dont 2 indépendants, pour pouvoir débattre et échanger leurs idées devant un public. Comment expliquer que pour cette fois-ci, en fait, les diasporas tunisiennes soient autant sollicitées? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Comme je l'avais expliqué lors d'une émission précédente, il y a déjà les circonstances de ce vote qui du coup a dû être anticipé du fait de la mort du président précédent Béji Caïd Essebsi, ce qui a entraîné une anticipation au niveau de l'organisation de cette élection, et qui a aussi du coup un peu imbriqué les dates, ce qui fait que ça a passionné les citoyens tunisiens, y compris de l'étranger, autour de cette élection cruciale. On l'entend, mais alors, de manière générale, est-ce qu'il y a eu un engouement des Tunisiens de la France pour cette rencontre? En ce qui concerne la rencontre, la salle était pleine. Moi, j'y suis allé justement personnellement pour couvrir l'événement pour Radio Pluriel, puisque l'association organisatrice nous a fait l'honneur de nous y convier. Donc nous avons fait des déplacements pour voir s'il y avait un engouement, s'il y aurait une réponse du public, du citoyen résidant à l'étranger à ce type d'événement. Et la salle était comble, ce fut vraiment un très bel événement. Apparemment, l'événement s'est bien soldé, mais il y a eu des échauffourées. Il y a eu quelques échauffourées, si vous voulez. Pour être concret, il y avait des conditions à remplir pour les participants pour pouvoir justement être autour de la table et discuter librement, dont notamment proposer en fait leur statut, donc que tout soit transparent. Il y a des candidats qui n'ont pas rempli toutes les conditions, et l'association qui organisait l'événement a donc fait le choix de les écarter. Forcément, ça a créé quelques polémiques. Certains représentants de certains partis n'ont pas accepté les règles du jeu, sont quand même venus et ont un petit peu troublé la bonne marche du débat, effectivement. On y reviendra dans ce magazine et donc
On lançait en titre, donc le débat sur le retour ou non au fédéralisme donc, était au centre des premiers échanges du dialogue national qui s'est ouvert hier lundi 30 septembre à Yaoundé, une thématique pourtant absente de l'ordre du jour fixé par le gouvernement pour ces discussions qui doivent se poursuivre jusqu'au 4 octobre prochain. Avec nous en ligne ce soir, Abdelaziz Moundé Jibam. Il est journaliste, activiste et il est également analyste des questions africaines. Abdelaziz Moundé, bonsoir. Bonsoir, mon cher Juvenal Noël. Merci, c'est notre invitation. Le grand débat donc a commencé hier au Cameroun. Et la question du fédéralisme, qui ne semble n'avoir pas été prévue au départ, semble y être évoquée. Je pense qu'il fallait s'y attendre puisque le nœud du problème, c'est la crise anglophone qui est un des aspects du problème anglophone. Le problème anglophone qui est né justement de la fin de la fédération au Cameroun, puisque le Cameroun a été une fédération de 1961 à 1972. C'est-à-dire qu'en 1961, une partie de l'ancien territoire camerounais allemand a rejoint le Cameroun dit oriental, donc le Cameroun occidental, celui qui était dans le sud-ouest et le nord-ouest actuel du Cameroun, qui appartenait à la colonie, qui appartenait à la Grande-Bretagne. Et donc, la Grande-Bretagne et la France qui s'étaient partagé le territoire camerounais à partir de 1916, consacré par le statut du 22 juillet 1920. Donc, il y a une partie de ce Cameroun occidental qui a rejoint le Cameroun en février 1961 après un référendum. Une autre partie, dite Northern Cameroun, a rejoint le Nigeria à 70% et à 60%, et la partie Southern Cameroun a rejoint le Cameroun à 60%. Donc, à partir de 1961, il y a donc eu un référendum qui a permis qu'ils rejoignent le Cameroun indépendant depuis 1960. Ils en ont formé une fédération avec un État fédéré du Cameroun occidental et un État fédéré du Cameroun oriental, et donc un gouvernement fédéral qui était présidé par Amadou Ahidjo, dont le vice-président était John Goufoncha. En 1972, par la Constitution du 2 juin 1972, on a mis fin à cette fédération et le Cameroun est devenu un État unitaire. À partir de là, ont donc commencé des frustrations, des récriminations, des complaintes de populations, d'élites qui se plaignaient de marginalisation, de frustration, parce qu'un certain nombre de structures, d'infrastructures, d'organismes avaient été démantelés. Vous savez que dans cette partie du Cameroun, il a été appliqué l'indirect rule, c'est-à-dire que les Britanniques faisaient confiance aux populations locales, aux chefferies et aux communes pour administrer de manière autonome une grande partie du territoire. Et cela a été consacré avec la constitution dite Littleton anglaise en 54, et puis une conférence sur le Cameroun en 57 qui a permis effectivement que ce territoire soit davantage autonome avec l'élection d'un premier ministre qui était M. Ndélé en 57 et puis qui a été remplacé par John Goufoncha aux élections en 1959. John Goufoncha qui était donc favorable à la réunification avec le Cameroun et qui est devenu par ailleurs plus tard en 1961 vice-président de cette République du Cameroun. Donc, vous avez donc des populations qui avaient structuré une identité sur la base de la pratique de l'anglais, de cette indirect rule, d'une culture très indépendante et très libre, et qui rejoignent un État fort, centralisé, qui est l'État du Cameroun oriental, qui était sous administration française. Et donc là, ça a produit à la fois ces étincelles-là, qui sont les racines de ce problème anglophone. Et cette crise qui a surgi, Juvenal Noël, a surgi en septembre 2016, après que des avocats et des enseignants de la partie anglophone du Cameroun aient porté un certain nombre de revendications qui se sont traduites par des manifestations. Et le gouvernement a nié le problème au départ, l'a géré de façon autoritaire avant d'accéder à un certain nombre de revendications de ces avocats, notamment la traduction des différentes lois en langue anglaise, des différents codes en langue anglaise, l'intégration à l'École nationale d'administration et de magistrature d'une section de la common law, qui est le système en vigueur dans le monde anglo-saxon et donc dans cette partie du Cameroun. Donc, on a géré administrativement le problème. Aujourd'hui, la crise n'a pas cessé puisqu'à partir d'octobre 2016, il y a des forces dites sécessionnistes qui étaient favorables à la partition du Cameroun, donc pour la restauration de l'ancien État du Southern Cameroun, ont pris les armes en représailles au feu qui avait déjà été porté par les forces de défense camerounaises, et donc ça a fait un conflit meurtrier, plus de 3000 morts selon les estimations de plusieurs ONG, 500 000
déplacés et 80 000 réfugiés, notamment au Nigeria. Donc voilà la situation. Et quand un certain nombre de protagonistes ont été invités à ce débat, un certain nombre de figures du monde anglophone ont été invitées, ils ont dit qu'il était nécessaire, après que le président Biya, le 10 septembre dernier, ait convoqué un dialogue national après tant de demandes de la classe politique, de la communauté dite internationale et même des forces favorables à la fédération dans le monde anglophone, eh bien, il y a accédé. Mais le canevas qu'il a fixé est celui qui est suivi par son Premier ministre, John Gouteh, qui préside les travaux de ce dialogue national, qui ne veut pas accéder à la discussion sur la forme de l'État, ce qui est frustration supplémentaire. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous sommes en ligne avec Abdelaziz Moundé Jibam, il est journaliste, analyse des questions africaines. Ce soir, il a bien voulu nous prêter un peu de son temps pour essayer de comprendre cette situation qui sévit au Cameroun, comme il a bien précisé, depuis 3 années. Donc, effectivement, il y a une crise et qui est une crise ouverte parce que c'est une guerre ouverte entre donc ceux qui revendiquent la sécession et des forces loyales du Cameroun. Et il faut préciser que d'après certains observateurs, donc hier, il y avait des visages fermés et mines graves à l'issue de la première journée du grand dialogue national sur la crise anglophone initiée par le président Paul Biya. Les délégués donc ont quitté le palais des congrès de Yaoundé dans une atmosphère assez pesante. Abdelaziz Moundé Jibam, dites-nous, pour ce qui est donc l'apport de la démocratie, des diasporas camerounaises, est-ce que, de manière générale, vous pensez que cette diaspora est représentée dans ces échanges, Abdelaziz Moundé? Il y a une commission qui est consacrée justement à la diaspora. L'intitulé de la commission, c'est « Rôle de la diaspora dans la résolution de la crise anglophone et dans le développement du Cameroun », parmi les 8 sous-commissions de ce dialogue national. Eh bien, cette commission, cette sous-commission, est nourrie aussi par des propositions qui ont été faites au cours de la tournée d'une mission envoyée par le Premier ministre dans le cadre des consultations préalables à ce grand dialogue national. Eh bien, certains ont critiqué la méthode parce que du 10 septembre, on a programmé le dialogue national le 30 septembre, donc en 20 jours, on se demandait bien comment une mission qui est partie le 15 septembre de Yaoundé pourrait boucler en quelques jours des rencontres avec la diaspora, avoir des discussions de fond, pouvoir synthétiser des milliers de propositions de la diaspora. Donc sur ce plan-là, il y avait déjà certaines appréhensions. Deuxièmement, aussi, cette diaspora-là, il faut dire qu'il y a des missions en 2010, en 2011 qui ont parcouru l'ensemble de la diaspora, qui ont recueilli un certain nombre de propositions, un certain nombre de suggestions, et surtout il y a le discours du président Biya à la diaspora en juillet 2009 à Paris, qui avait déjà balisé un tout petit peu, fait le résumé des attentes de la diaspora qui se déclinaient notamment en la possibilité de voter aux élections présidentielles, ce qui a été accordé en juillet 2011, et également cet épineux et cette arlésienne de la double nationalité qui revient comme un serpent de mer à chaque fois. Ces demandes ont été réitérées par la diaspora, en plus d'autres demandes, parce que les Camerounais de la diaspora sont tout aussi frustrés que ceux du nord-ouest, sud-ouest, parce que quand vous arrivez dans les aéroports de Yaoundé et Douala, vous avez l'impression de ne pas être considérés, à la différence d'aéroports comme ceux de Dakar, où il y a un couloir réservé aux Sénégalais de la diaspora, où il y a des ministères et des secrétariats d'État en Afrique de l'Ouest consacrés à la diaspora, ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Donc, le dialogue national était censé recueillir à la fois ces avis, ces suggestions répétées, puisque je vous ai dit tout à l'heure que depuis de très longues années, la diaspora a proposé à ces délégations. J'ai fait partie d'un certain nombre à la fois d'organisations, de groupes, et même à titre personnel de ceux qui proposaient depuis fort longtemps, depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est toujours l'impression qu'on retire, c'est que à chaque fois on recommence, à chaque fois c'est comme la roue de Sisyphe, à chaque fois on est en train de refaire les mêmes choses et finalement on a une montagne qui accouche d'une souris. Là, véritablement, on demande à la diaspora de participer, de contribuer à la résolution de la crise anglophone, parce qu'il faut dire, Juvelan Noël, qu'une grande partie de la diaspora est concernée et impliquée, puisque celle des États-Unis abrite l'interim government
de l'État virtuel d'Ambazonie. Un certain nombre d'organisations y sont logées au sein de la diaspora en Suède, en Norvège, en Autriche, en Afrique du Sud, au Nigeria. Donc la diaspora, du coup, devient importante, un enjeu important dans la résolution de la crise anglophone de ce point de vue. Mais il faudrait qu'elle ait accès à une parole libre, qu'elle puisse s'exprimer justement à la fois sur son rôle, mais également sur ce qui pourrait permettre que le Cameroun puisse se relever, parce que les problèmes sont imbriqués. C'est un peu comme si vous tirez une ficelle et vous avez la botte de fil qui justement se détend. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Il faudrait peut-être que la diaspora ait, comme d'autres leaders qui se plaignent. Vous voyez déjà, M. Akeremouna est parti, Mme Alice Sadio de l'AFP également, Jean-Jacques Ekindi, un certain nombre de personnes claquent la porte. Célestin Bézidi qui a fait un communiqué assez incendiaire et très critique, assez inquiétant sur le déroulement des travaux, qui se plaignent et qui le traduisent aujourd'hui en monologue national, alors qu'il y avait un certain nombre d'attentes qui étaient placées dans ce dialogue. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. En lien avec nous ce soir, Abdelaziz Moundé Jimam, il est journaliste et analyste des questions africaines. Ce soir, il nous éclaire sur le grand dialogue national qui a débuté hier au Cameroun. Il s'achèvera donc vendredi prochain. Abdelaziz Moundé, avant de prendre la question de notre chroniqueur qui est en studio, le constat est fait, ou plutôt à l'observation de certains médias, le point titrait « Cameroun vers un dialogue de sourds ». Et on a l'impression qu'en fait, la mine patibulaire, ou plutôt ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire ces observateurs ne se retrouvent pas dans ces dialogues-là. Au deuxième jour, pensez-vous que les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse avoir, ou tout au moins des pistes de solutions sur ce malaise qui s'est vu au Cameroun? Abdelaziz Moundé. Les pistes de solutions, il y a un canevas qui a été fixé par le président Biya. Ce canevas, c'était essentiellement celui qui s'appuie sur la décentralisation telle que prévue par la Constitution du 18 janvier 1996 et les lois subséquentes. Il y a une loi de 2004 qui est dite loi d'orientation de la décentralisation, et un certain nombre à la fois de décrets et puis une législation qui s'est étoffée au fil des années sur le statut des conseillers municipaux, l'organisation des communes, etc., etc. Laquelle décentralisation est entravée depuis 1996 et donc cette loi de 2004 par un certain nombre de faits. Les délégués du gouvernement continuent d'être nommés à Tiko, à Limbe, à Bamenda. Il y a des délégués du gouvernement alors même qu'il y a des exécutifs élus. Les régions n'ont pas été mises en place 23 ans pratiquement après la Constitution du 18 janvier 1996. Là, on annonce pour l'année prochaine seulement la mise en place des régions. D'aucuns considèrent que si les régions avaient été mises en place, si la loi de décentralisation avait été effective, c'est-à-dire qu'en cumulant le transfert des compétences et le transfert effectif des ressources, peut-être qu'à la base, les populations auraient été moins frustrées, elles verraient les fruits à la fois de la croissance, puisque l'État allait leur rétrocéder une grande part de ce qu'elle collecte en termes d'impôts, une grande part de ce qu'elle a comme ressources financières. Eh bien, ce n'est pas encore le cas et ça contribue à renforcer davantage à la fois les récriminations et les frustrations de la population. Donc, les pistes, du point de vue du gouvernement, se trouvent là. Mais beaucoup dans la classe politique et dans la société civile pensent pour une réforme complète de la forme de l'État, une discussion en profondeur qui déboucherait sur une option fédérale ou une régionalisation forte. Mais le gouvernement freine des cartes au pair à ce niveau. Nous allons prendre une question de notre chroniqueur Amine Samir. Alors bonsoir, merci de votre présence. J'aurais deux petites questions et je vous invite à être très synthétique parce que on sent que vous connaissez beaucoup votre sujet et c'est très fleuve ce que vous dites. Moi personnellement, je m'y perds un petit peu pour être honnête. Alors j'aurais deux questions. La première, pour être vraiment très simple avec nos auditeurs, quel serait l'avantage ou non très concrètement à un retour à la fédération? Et la deuxième, par rapport à la diaspora, on voit que le processus est quand même assez descendant. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit historique des actions de la diaspora locale de Lyon ou de sa région, justement ce qui concerne le débat politique, la remontée d'idées justement vis-à-vis de ce débat-là? Merci. Oui, mais vous me demandez d'être synthétique et vous me posez trois questions. J'ai dit deux questions. Deux questions. Voilà. Alors, non, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai
Si j'ai été fleuve, c'est précisément parce que les auditeurs de cette radio, de cette radio doivent connaître les sources du problème. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous me demandez l'historique, donc ça veut dire que ça demande effectivement d'être assez consistant. Cela dit, vous avez posé 2 questions essentielles. La première concerne les avantages d'une fédération. Les avantages d'une fédération, la fédération, c'est une déclinaison de la décentralisation. On considère qu'un État centralisé, un État qui est étouffant, le problème se pose en France où on reproche à Paris de concentrer un certain nombre de pouvoirs. Eh bien, c'est le cas dans l'ensemble des pays qui ont été colonisés par la France. Le jacobinisme, on est trop centralisé, on dépend de Yaoundé, on dépend de la capitale. Les Camerounais veulent aujourd'hui gérer leurs propres affaires au plus près. Ça se passe par les communes, ça se passe par les régions. Et donc, on estime qu'avec la fédération, on a des compétences qui sont élargies au niveau local pour permettre aux populations de s'administrer par elles-mêmes. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, c'est que les ressources qui sont générées à la fois par l'exploitation des matières premières, par la transformation de ces matières premières, le développement économique, vont profiter aux populations. Ce qui n'est pas encore le cas au Cameroun aujourd'hui, puisque l'exploitation pétrolière dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest précisément, ne profite pas encore aux populations, profite à l'État central qui capte l'essentiel de la ressource et de la rente pétrolière. Et puis maintenant, concernant les populations, les Camerounais de la diaspora à Lyon, tout à l'heure, j'ai globalisé un tout petit peu, sans spécifier, n'étant pas de la région lyonnaise, du Rhône. J'ai parlé de manière générale de la diaspora qui a très souvent participé à ces rencontres avec des délégations de Yaoundé et qui, de manière très, très consensuelle, partagée, a le même avis. Il faut une double nationalité, etc., etc., et que la contribution de la diaspora est double. Elle envoie beaucoup d'argent en Afrique et au Cameroun de manière en particulier. C'est environ 500 milliards de francs CFA, donc pratiquement 770 millions d'euros par an au Cameroun. C'est-à-dire que la diaspora camerounaise envoie 770 millions d'euros par an au Cameroun. Le problème aujourd'hui, il faut que ça soit transformé pour l'investissement productif, parce que généralement, c'est de l'argent qui est envoyé pour les familles ou pour construire sa propre maison. Deuxième contribution de la diaspora, les Camerounais de la diaspora, à travers la coopération décentralisée, le milieu associatif et même les investissements, sont déjà très présents dans un certain nombre de communes au Cameroun, parce qu'elles mettent en lien des communes. Là, par exemple, dans le cas d'espèces à Nantes, Pays de Loire et Cameroun, participe à des programmes de valorisation du patrimoine avec la construction d'infrastructures culturelles de type musée, aires culturelles et parcs, et qui profitent grandement aux populations. Merci beaucoup Abdelaziz Moundé Djiba pour toutes ces réponses et pour tout cet éclairage. Et on espère qu'il y aura quelque chose de palpable à l'issue de ces rencontres et éventuellement on pourra vous solliciter dans une prochaine émission. En tout cas, bonne soirée et au plaisir. Merci à vous, merci à votre chroniqueur et très très bonne soirée. Merci. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Et on revient donc dans le Lyonnais les 4 et 5 octobre prochains, c'est-à-dire vendredi et samedi, se tiendra donc en fait la journée d'accueil des étudiants internationaux. Donc cette journée d'accueil qui est organisée donc par un collectif de jeunes associations étudiantines lyonnaises. Pour en savoir davantage, ce soir nous sommes en ligne avec le responsable de la communication de l'association de la jeunesse ivoirienne solidaire. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Très bien, merci. Alors, j'ai retenu Ange. Ange comment? Ange Aka, chargé Aka. de communication, oui. Chargé de communication de la jeunesse ivoirienne solidaire. Une journée d'accueil, pourquoi faire les étudiants? Une journée d'accueil, en fait, pour essayer déjà de créer une certaine symbiose entre les associations de jeunesse africaine qui existent sur le territoire lyonnais et en même temps nous permettre de pouvoir recueillir ces nouveaux étudiants qui arrivent de toute l'Afrique et qui sont, on va dire, en griffe perdus quand ils arrivent dans un nouvel environnement, dans un nouveau pays qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Donc déjà, cette journée nous permettra de pouvoir
les connaître et aussi de pouvoir les aiguiller selon leurs besoins. Alors, pour comprendre cette journée d'accueil de manière concrète, qu'est-ce qui est prévu durant ces 2 journées? Durant ces 2 journées, déjà, on a le vendredi 4 qui sera consacré à une conférence autour du thème des coûts des études en France. Et cette conférence sera animée par le collectif d'associations, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Et il y aura aussi des intervenants de marque, comme on peut citer entre autres la présidente de l'Université Lyon 2 qui nous a fait l'honneur d'être présente pendant cette conférence. Donc elle aura des interventions qu'elle va mener au cours de ce débat. Et ensuite on aura le 5 octobre, le samedi, une journée porte ouverte, une sorte de journée porte ouverte qui va nous permettre de pouvoir accueillir de façon plus pratique les étudiants venant d'arriver et qui va nous permettre de pouvoir aussi leur parler de la ville, leur montrer ce qu'il faut faire comme démarche au début et aussi leur parler de nos différentes associations pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'on puisse garder cette symbiose qu'on veut créer durant ces 2 journées. Et donc, moi, en regardant que j'ai le programme que j'ai parcouru rapidement, apparemment, Oui. donc, il y a la fameuse question, l'épineuse question, en fait, de la hausse des prix Oui. de la scolarité des étudiants étrangers. Pourquoi ramener cette question de nouveau à la rentrée? Parce que là, on peut remarquer que le point reste en suspens, parce que il y a encore certaines universités qui ne sont pas vraiment pour cette augmentation. Et du coup, le fait que ces nouveaux étudiants arrivent dans une certaine incertitude, parce qu'il nous a été remonté souvent que certains ne savaient pas vraiment si l'augmentation, la hausse des coûts de l'université est vraiment effective, si elle sera faite avec certaines dérogations, il y a plein de questions qui nous sont revenues. Du coup, on s'est dit que c'était mieux de pouvoir parler de ça à la rentrée et en même temps savoir nous-mêmes si cette mesure a une chance d'être appliquée à tous ou si elle est encore en suspens et elle restera pendant un bon moment. Alors, pourquoi venir à cette rencontre? Alors, la question la pose autrement. Qui attendez-vous durant ces 2 journées? Durant ces 2 journées, nous attendons des étudiants des étudiants internationaux, on va dire, parce que là, on a l'impression que c'est des journées qui sont destinées seulement à un public africain, mais c'est pas le cas. Donc, il y a presque tous les étudiants internationaux qui sont attendus durant ces 2 journées. Donc, quand je dis presque, c'est pour mettre à l'écart les étudiants dits de pays européens, parce que eux ne sont pas vraiment concernés par ces différentes mesures. Donc, les étudiants internationaux hors Union européenne sont ceux qui sont invités à cette conférence. N'empêche, même les Français peuvent venir histoire de s'informer sur le thème en lui-même le vendredi 4. Mais bon, après, c'est vraiment ce public d'étudiants internationaux hors Union européenne qui est ciblé directement. Et donc, sur la réflexion sur la hausse des prix, concrètement, qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui est prévu concrètement, en fait? Ce qui est prévu, c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire une conférence, histoire de débattre sur ce sujet, d'avoir un avis d'un dirigeant, d'une dirigeante, on va dire, d'université. Comme j'ai pu citer tout à l'heure, la présidente de l'Université Lyon 2 sera présente. Donc, ça nous permettra en même temps de débattre en plus en profondeur du sujet et de savoir exactement ce qui nous attend pour les années futures. Alors, rappelez-nous donc en fait les principaux moments de ces 2 journées. Vendredi, que se passera-t-il dans les grandes lignes? Et samedi? Donc le vendredi, ça sera à la maison des étudiants 90 rue de Marseille, Lyon 7e. Et ce sera une conférence autour du thème de la hausse des coûts des coûts et frais universitaires, on va dire. Voilà.
Et le samedi, ce sera une journée porte ouverte qui nous permettra de pouvoir accueillir des nouveaux étudiants internationaux hors Union européenne qui sont nouveaux en France, qui découvrent un nouvel environnement et qui ont besoin d'informations pour être guidés et pour pouvoir bien suivre le séjour dans ce nouveau pays. Merci à vous, Ange Aka, pour toutes ces informations. Alors, pour ceux et celles qui veulent donc participer, suivre la journée d'accueil des étudiants internationaux, ce n'est pas la journée d'accueil qui est internationale, mais ce sont les étudiants internationaux. Ils doivent vous retrouver où? Ça aura lieu où? Oui, allez-y. Non. Le lieu de votre rencontre, ce sera où précisément? Le lieu de la rencontre, ça sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la maison des étudiants, au 90 rue de Marseille, Lyon 7e. Merci encore. Bonne soirée. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Donc, retour dans ce sur 11.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. On annonçait à l'entame, donc les principaux candidats à l'élection législative de la Tunisie se sont retrouvés donc le week-end dernier, ici dans la capitale des Gaules, pour venir, passez-moi l'expression, draguer cet électorat de la diaspora, parce que le constat est fait, de plus en plus en fait, cette diaspora est courtisée. Avec notre précédent invité, on parlait du cas du Cameroun, où aussi la diaspora est sollicitée. Et Amine Samir était présent, une fois de plus. Bonsoir Amine. Bonsoir Juvénal. Je revenais sur le petit moment, le petit échauffouré qu'il y a eu en fait déjeuner. On parlera d'échauffouré et puis on prendra notre invité au téléphone. Bien sûr. Que s'est-il passé? Quelle est la cause de cet échauffouré-là? Alors, la cause, puisque j'ai cherché à comprendre, évidemment, le débat se passait plutôt bien et à un moment, il y a eu des tensions. Le ton est monté. Il y a déjà, en tout début de débat, il y a eu un représentant d'un parti qui est donc présent aux législatives et qui n'avait pas annoncé sa présence. Et forcément, au niveau de l'organisation, ça a posé problème. Il est néanmoins venu et il a été plutôt vindicatif dans sa manière de s'exprimer. Ça a été clair. On a senti de la frustration chez cet homme-là. Et puis, plus tard, sur la fin du débat, il y en a certains qui ont voulu s'approprier la paternité de cet événement, notamment le problème de savoir qui était réellement à l'origine de l'idée de créer une fédération d'associations franco-tunisiennes. Donc, il y a juste eu un débat dans le débat, si vous préférez. Donc, quelque part, une confrontation d'idées et de personnalités qui a été plutôt virulente, mais qui s'est rapidement terminée. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Merci Amine. Pendant donc Amine nous rappelait un tout petit peu le décor de ce qui a pu provoquer cette échauffourée lors de la rencontre du week-end dernier. Un auditeur nous a rejoint, apparemment en m'annonce Rida El Kantouche. Bonsoir Rida. Bonsoir à l'équipe Radio Pluriel. Alors, d'après nos informations, c'est vous, je veux dire vous en tant que structure, pas forcément pas seulement comme individu, c'est votre structure qui a organisé la rencontre du week-end dernier. Oui, c'est la structure qui s'appelle Actifon, qui l'a organisée sur le plan juridique, sur le plan des assurances, et puis l'autorisation d'avoir la salle auprès de la mairie de Vonvelin. Alors, pour comprendre. D'ailleurs, Vonvelin nous a mis cette salle, très belle salle, la mairie annexe à disposition, parce que franchement, elle est très belle. Ils nous ont mis tout le matériel logistique, micro, etc. Vraiment, c'était très, très sympathique et on remercie beaucoup. Merci pour le clin d'œil dans la mairie de Vonvelin. On revient donc sur l'événement. Dites-nous, la question je l'ai posée à Amine tout à l'heure, mais je la pose aussi. Qu'est-ce qui explique en fait cette fois-ci l'engouement, cette envie des politiques tunisiens de venir à la recherche, à la conquête de l'électorat de la diaspora tunisienne? Ça s'est fait en plusieurs temps. Le premier temps, il s'est fait à partir de la Révolution. Tout le monde a senti qu'il fallait se mettre en politique en 2011. Après, beaucoup de Tunisiens ont été déçus par rapport à ce qui s'est passé. Je vais essayer d'être le plus neutre possible, sans prendre position.
En 2014, Nida Tounes et Ennahda sont les deux partis majoritaires qui ont essayé de se mettre en avant et d'essayer de gagner les élections. Malheureusement, les millions de personnes qui ont voté pour Nida Tounes n'ont pas retrouvé leur idéologie par rapport aux alliances qui ont été faites. Moi, par rapport à tout ça, j'étais engagé dans Nida Tounes, donc j'étais le directeur de campagne et en plus, j'étais le trésorier. Voyant que les partis politiques changent souvent, que les députés changent, que les présidents changent, que les ministres changent, le gouvernement change, etc., je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait ne pas changer à la base? Le peuple, les citoyens. Donc, j'ai pensé créer une sorte de diaspora tunisienne qui n'existe pas en France, comme les Algériens. Il y a pas de diaspora proprement dite, comme le CRIF, qui organise autour de la communauté une sorte de fédération pour lier, pour fédérer toute la communauté. Bref, à partir de là, j'ai divulgué cette idée un peu partout, à droite à gauche, auprès des associations franco-tunisiennes. Et puis un jour, j'étais invité à une sorte de colloque, réunion, pour faire ce genre de projet. Mais j'étais invité. C'est pas moi qui étais précurseur du projet. J'avais lu le projet depuis 2-3 ans, mais au mois de février 2019, un groupe m'a sollicité en disant, Rida, ça serait bien de faire ça, ça et ça, pourquoi pas faire une fédération pour réunir la diaspora tunisienne avec les associations. J'étais partant. On a créé un petit comité de pilotage pour permettre de créer cette fédération. On a mis les statuts, les clauses, les règlements, la charte, etc. Et il fallait que chaque association qui fédère à cette fédération puisse amener des documents pour officialiser leur existence. 3 types de documents que j'avais demandé. Ah oui, pardon, j'étais trop vite là. Nous avons fait des élections après, avec 12 associations présentes. Je n'étais pas le précurseur de cette dynamique, mais la majorité... Rida El-Kantouche, pardon de vous couper, malheureusement, en fait, pour les contraintes de temps, on pourra peut-être revenir une prochaine fois, en fait, sur vraiment l'historique de la naissance de la structure, mais ce soir, j'insiste un tout petit peu pour comprendre, c'est-à-dire de manière directe, il y a eu le décès du précédent président, ce qui a ramené donc à une élection présidentielle, on va dire, un tout petit peu anticipée par rapport aux dates prévues, bien entendu. Et on a vu les candidats à l'élection présidentielle venir à la recherche de l'électorat de la diaspora tunisienne. De nouveau, les législatives arrivent, vous organisez même déjà aujourd'hui, en fait, des débats. Je me dis, qu'est-ce qui, auprès des politiques qui sont là-bas, les pousse à venir? Parce que vous pouvez vous organiser ici, mais eux, ils peuvent bouder aussi. Ils peuvent ne pas venir. Mais à l'observation, vous qui êtes ici, qu'est-ce qui a changé? Je crois que l'esprit ou le vent de la démocratie dans l'esprit des Tunisiens, des Franco-Tunisiens ou Tunisiens tout court, il a émergé en 2014, vraiment 2014. Et là, aujourd'hui, il y a une chance d'avoir un débat démocratique. Il y a une chance que c'est une première. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Tunisie, mais c'est une première qu'il y a un débat avec plusieurs candidats concurrents. Ça ne s'est jamais fait avant. Et là, il y a eu sur la France 3, France Sud, c'est-à-dire à partir de Dijon jusqu'à Marseille, 3 débats en même temps le dimanche, si je me rappelle ce qu'on m'a dit, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Donc nous avons lancé ce projet. Le projet par une association qui se dit apolitique, simplement pour informer les concitoyens tunisiens, pour dire voilà ce qui se passe en France pour vous et en Tunisie pour vous. Donc, il y a un débat. Et ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai lancé l'invitation, tout le monde m'a dit que c'est une très bonne idée parce qu'on veut parler à nos futurs candidats. D'habitude, c'est toujours en catimini, avec des passe-droits, etc. Et là, c'était un jeu démocratique. Et je vous dis franchement, merci à Radio Pluriel d'être venu parce que je pense que vous avez participé à une première exceptionnelle de ce qui s'est passé dans la communauté tunisienne au niveau de la démocratie. Bien, Rida, c'est entendu. Apparemment, Amine Sami voudrait poser une question. Allez-y. Je vous en prie. Alors, je voulais juste intervenir sur l'engouement, le pourquoi de l'engouement de cette élection. Il faut savoir que le taux d'abstention était quand même extrêmement fort. Et aujourd'hui, il y a urgence, notamment de la classe politique, de se mobiliser, de venir à la rencontre du citoyen pour ressusciter un intérêt
d'autant plus important des Tunisiens résidant à l'étranger. Il y a un intérêt des Tunisiens résidant à l'étranger, mais globalement, si on s'intéresse à l'électorat de la Tunisie dans sa globalité, qu'elle soit locale ou résidente à l'étranger, le taux de participation est en baisse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le citoyen, c'est un petit peu ce qu'on peut voir aussi notamment en France, ne croit plus vraiment aux politiques. Pourquoi ? Notamment en 2011 et 2014, il y a eu des grosses promesses de fait et des promesses qui n'ont pas été totalement tenues. C'est normal, c'est le jeu de la vie politique, le jeu de la vie publique avec ses contraintes aussi, que le citoyen, notamment tunisien, n'arrive pas à comprendre pourquoi on lui a quelque part vendu la révolution comme un changement radical, comme quelque part à une sorte d'accès à, on va dire, un paradis terrestre. Tout sera beau, tout sera joli, on pourra s'exprimer et tout ira bien. Ce qui s'est passé notamment, l'une des raisons de ce qui s'est passé dimanche lors du débat, oui, il y a eu des échauffourées, mais il faut comprendre que les gens, et je confirme et je suis ce que Rida a dit, ont été muselés pendant des années. Donc forcément, c'est juste l'apprentissage de la démocratie, et notamment d'une de ses composantes, à savoir la liberté d'expression. La question que j'aimerais poser à Rida, c'est que justement, j'aimerais savoir la raison pour laquelle il y a eu justement ces échauffourées. Au début du débat, on a compris que c'était le représentant d'un parti qui n'avait pas répondu aux critères de participation au débat. Néanmoins, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de précision par rapport à ce qui s'est passé sur la fin ? Merci. Oui. Alors, tout simplement, tous les candidats qui m'ont sollicité pour participer au débat ont reçu mon communiqué de communication à travers le l'IRI, je crois si on appelle ça l'IRI. Donc j'ai envoyé mon communiqué à l'IRI. L'IRI a transféré ma proposition de débat à tous les candidats, aux 29 candidats députés sur la conscription de France Sud. Sur l'ensemble, il y en a 11 qui ont répondu, mais pour pouvoir participer au débat, il y avait des critères de sélection, c'est-à-dire tout simplement respecter un protocole du déroulement du débat. C'est-à-dire le commencement de la présentation, tant de minutes pour chaque question, tant de minutes pour la réponse, etc., etc. Et il fallait signer ce protocole par la tête de liste qui est responsable de chaque liste. Ce candidat est venu comme un cheveu sur la soupe. Il était deuxième de la liste. Il m'a dit « je veux participer ». À un quart d'heure du commencement du débat. J'ai quand même fait un effort d'essayer d'appeler sa tête de liste, qui apparemment était trop occupée. J'ai eu le trésorier qui m'a dit que c'était trop compliqué la manière de gérer ce débat. J'ai dit non, il y a un protocole, il faut respecter, il y a à signer, et point à la ligne. En France, quand on fait un débat, regardez les débats qu'il y a eu au niveau de tous les candidats, au niveau de la présidence, etc. Chaque candidat a eu le temps de réponse et il a eu une convention avec eux, signée entre eux et la télévision. C'est ce que je voulais faire, travailler dans des règles de base, à l'équité avec tout le monde. Imaginez que je n'aurais pas fait signer ce contrat, cette convention avec ce candidat, qu'est-ce que m'auraient dit les autres? C'est entendu, donc, en substance, le débat s'est bien déroulé. Et donc, que sera après ce débat? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, après ce débat, en fonction de ce qui va se passer au niveau des élections, qui va être candidat ou pas, nous allons reprendre par la suite contact avec le candidat ou les listes vainqueurs, parce que bon, évidemment, il y a plusieurs candidats. Et dans quelques mois après leur élection, on leur demandera comment s'est passé les premiers mois de leur prise en place au niveau de l'Assemblée, on appelle ça en Tunisie l'ARP, l'Assemblée des représentants du peuple. On leur demandera leur premier bilan. Évidemment, il est prévu de certains partis qui sont mis en avant qui fassent un bilan tous les 6 mois, d'autres tous les 1 an. Ça dépendra de leurs moyens financiers aussi, parce que certains n'ont pas de gros moyens financiers pour se déplacer. Donc voilà, c'est ça l'après. Donc c'est faire le bilan à chaque fois, de rendre compte au peuple de leurs actions, pas comme avant, dans les partis un petit peu fermés, où le député faisait ce qu'il voulait, où il ne venait pas, et puis il venait d'élection en élection. Voilà. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux qui se joignent à nous à ce moment, nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes de ce magazine. Nous sommes en ligne avec Rida El Kantouche, qui est de l'association Active France, qui, le week-end dernier, donc, a organisé une rencontre politique entre les représentants des partis politiques engagés aux élections législatives en Tunisie. C'était donc à la salle, la mairie annexe de Vaux-en-Velin. Et nous reviendrons en fait sur les raisons qui l'ont poussé à organiser, qui ont poussé dans cette structure à organiser cette rencontre. Et apparemment, donc, Amine Samir a une question.
Alors Ida, j'aurais une question. Là, on parle des législatives, mais on le sait tous, il y a aussi le second tour des présidentielles qui arrive. Est-ce qu'il y aura un débat similaire qui sera organisé entre éventuellement un représentant du candidat Kais Saïd et un représentant du parti de Nabil Karoui, bien que celui-ci soit toujours détenu? Alors, Nabil Karoui et son représentant m'a consulté pour venir au débat des législatives dimanche dernier. Il n'est pas venu. Alors, c'est montrer un peu de manque de considération. Parmi les 29 candidats, il y en a seulement 5 qui sont venus. Donc, lui, il fait partie des gens manquants. C'est dommage parce que j'avais de très bonnes relations avec lui pour qu'il participe à cet événement. Et puis, d'autant plus que Nabil Karoui était deuxième de la liste. Et après, je ne sais pas si ils veulent vraiment faire campagne ou pas, parce qu'apparemment, jusqu'à présent, vous savez bien qu'il n'a pas fait de campagne, ni de slogan, ni quoi que ce soit. Donc, je suis dans l'attente de voir un petit peu comment ça se passe les événements. Peut-être aller au charbon, aller consulter les équipes et puis leur demander, êtes-vous intéressé par un débat, comme je l'ai fait dimanche dernier? Merci beaucoup Rida El Kantouche pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Et on espère effectivement que cela permettra à la démocratie tunisienne, pour ce qui est de la diaspora, de pouvoir avancer. En tout cas, bon vent. Merci à Tam Tam, Radio Pluriel, Amine Samir qui est venu faire le journaliste chez nous. Et puis Juvénile, merci de l'avoir envoyé gentiment, c'est très sympathique de vous. Merci pour la radio. Merci à vous, bonne soirée. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous rentrons dans les dernières minutes de ce magazine. Nous allons prendre quelques brèves en provenance du continent et on va au Soudan où Al-Shabaab attaque une base américaine. Les djihadistes ont attaqué donc une base militaire où des soldats américains entraînent des commandos en Somalie, faisant donc des victimes selon plusieurs sources. La famille de Mugabe héritera donc des propriétés de la ZANU-PF, dont le parti au pouvoir au Zimbabwe. La ZANU-PF transférera donc à la famille de Mugabe la propriété de la maison dans laquelle l'ancien président vivait dans la capitale Harare, a déclaré un responsable du parti selon le Herald, le quotidien national. En Algérie, une bien problématique présidentielle, la date est officielle désormais, mais la défiance d'une partie de la classe politique remet un peu plus en question la crédibilité du scrutin. Le système seul dans l'isoloir, le titre en une du quotidien non privé Liberté lundi dernier résume la pensée d'une bonne partie de l'opposition en Algérie qui tend vers le boycott de la présidentielle du 12 décembre prochain. Sur le papier, quelques 82 personnes postulent à la candidature, dont 2 ex-premiers ministres, Ali Benflis et Abdelmajid Tebboune Azdine, donc Mihoubi, ex-ministre de la Culture et nouveau secrétaire général du RND. Ce sont 17 personnes qui ont été tuées dans une attaque au Burkina Faso. 9 personnes sont mortes lorsque des dizaines d'hommes armés ont attaqué un village de Komsilga. 7 autres donc ont été tués dans le village de Dénéan. Un soldat a péri dans une autre localité. Toutes les attaques ont eu lieu samedi dernier. On arrive pratiquement au terme, à la fin de notre magazine. On remercie tous ceux qui ont contribué. Amine Samir qui de nouveau nous a prêté main forte pour faire, collecter de l'information le week-end dernier. Il était à Vaux-en-Velin. Il a fait le reporter. Et merci également à Abdelaziz Moundé-Jibam depuis Paris. Mes auditeurs, on se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Bonne soirée. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe,